À la radio, vraiment, j'ai fait mon succès solo et j'ai eu cette chance de jamais avoir une... Je ne supporte plus de voir mon visage à l'écran. Laurent Ruquier n'a pas crié ces mots. Il les a murmurés. Fatigué, éteint, comme un homme qui ne joue plus, comme un roi qui descend de scène sans prévenir. À 62 ans, la figure incontournable du paysage audiovisuel français se retire doucement, sans fracas, sans drame, mais en laissant derrière lui un silence assourdissant. Pendant 3 décennies, il a fait rire, réfléchir, choquer, aimer et détester. Il a tenu tête aux politiques, révélé des artistes, affronté les controverses. Pourtant, c'est dans le reflet de son propre visage à la télévision qu'il a trouvé l'image qu'il ne supportait plus. Pourquoi un homme si public décide-t-il soudain de tout arrêter? Et surtout, que s'est-il réellement passé derrière les caméras, là où le public ne voit rien? Le Havre. Port industriel battu par les vents, façade grise d'une Normandie souvent oubliée. C'est ici, loin des studios et des projecteurs, qu'est né Laurent Hugues Emmanuel Ruquier, un 24 février 1963. Dans une famille modeste, sans faste, sans scandale. Rien ne le prédestinait à devenir l'une des voix les plus puissantes du paysage médiatique français. Mais il y avait ce silence, celui qui entoure les enfants différents, celui qui plane sur ceux qui grandissent avec un secret qu'ils ne peuvent pas encore nommer. Très jeune, Laurent se réfugie dans les livres. Il lit tout. Il observe. Il écoute. Il retient les répliques, les intonations, les silences gênants entre 2 phrases. Cette capacité rare à décrypter les codes sociaux deviendra plus tard son arme, son miroir, son rire ravageur. Il découvre aussi l'humour, comme un rempart contre la solitude, comme un masque protecteur contre les moqueries, contre les regards en coin. À l'adolescence, une évidence le traverse. Il n'est pas comme les autres garçons. Dans une époque où l'homosexualité est encore taboue, il n'a personne à qui parler. Alors il écrit, il invente des sketchs, il fait rire ses camarades pour détourner l'attention. Il apprend à se rendre indispensable tout en restant insaisissable. Le futur Ruquier est déjà là, drôle, acerbe, mais toujours à distance de lui-même. Il intègre une école de commerce, presque par défaut, presque par dépit. Mais son cœur bat ailleurs. Il veut écrire, animer, exister par la parole. En parallèle de ses études, il envoie des textes à des radios locales, participe à des concours, fréquente des cafés-théâtres. Il monte sur scène, d'abord maladroit, puis brillant. Très vite, les producteurs remarquent son verbe acéré, son sens du timing, sa culture générale impressionnante. Mais derrière l'ascension, un combat silencieux continue. Se faire une place en étant ouvertement gay dans les années 1980 n'est pas une évidence. Il n'en parle pas encore. Il préfère séduire par le travail, par la performance. Il accumule les expériences, passe par France Inter, puis Europe 1, écrit pour des humoristes connus. Chaque apparition publique est une victoire sur l'invisibilité. Le coming out médiatique n'arrivera que bien plus tard, à la fin des années 1990, lorsqu'il est déjà célèbre, déjà établi. Comme si ce pan de sa vie ne pouvait être révélé qu'après avoir conquis le droit d'exister. À ce moment-là, il ne s'agit plus de se justifier, mais de poser une vérité, sobrement, fermement, sans drapeau, mais sans compromis. Toute sa jeunesse aura été une course en apnée, fuir le rejet, chercher la reconnaissance, construire une armure d'ironie. Cet besoin de contrôle, cette peur de se perdre dans le regard des autres sont devenus sa mécanique de survie. Et cette mécanique, il l'emmènera avec lui dans tous les studios, toutes les scènes, toutes les interviews. Car ce que personne ne savait encore, c'est que Laurent Ruquier, avant d'être l'un des plus grands animateurs de France, était d'abord un enfant blessé. Un jeune homme qui a appris à dompter la honte par le rire et à camoufler ses failles dans la lumière crue des plateaux télé. 1994, France 2. Une voix singulière émerge du brouhaha radiophonique pour s'imposer à la télévision. Celle de Laurent Ruquier. Son émission Rien à cirer, d'abord succès sur France Inter, devient un phénomène visuel. Ruquier ne se contente pas de faire rire, il analyse, pique, titille. Son regard est politique, son humour tranchant comme une lame fine. Le public accroche. Il ne voit pas en lui un amuseur de plus, mais une figure qui réconcilie culture populaire et exigence intellectuelle.
C'est l'époque des premières gloires, des premières couvertures de magazines. Il passe d'émission en émission, s'impose sur Europe 1, puis RTL, enchaîne les spectacles, les livres, les chroniques. En 2006, il lance On n'est pas couché, talk show de deuxième partie de soirée sur France 2. C'est un tournant. L'émission devient un rendez-vous incontournable, parfois craint, toujours suivi. Avec ses chroniqueurs incisifs, de Zemmour à Natacha Polony, d'Aymeric Caron à Léa Salamé, Ruquier orchestre chaque samedi soir un théâtre de tension, de confrontation, de révélation. Les chiffres sont impressionnants. Jusqu'à 2 millions de téléspectateurs réguliers, des extraits massivement partagés, une résonance dans la presse nationale chaque semaine. Ruquier devient non seulement un animateur, mais un faiseur d'opinion. Il impose les débats, invite les candidats à la présidentielle, ose les questions que les autres n'osent plus. Parallèlement, il s'impose comme producteur. On ne demande qu'à en rire, les enfants de la télé, on va se gêner. Il dirige des pièces de théâtre, relance la scène humoristique française, découvre de nouveaux talents. Il est partout, tout le temps, inépuisable. Ses revenus atteignent des sommets. À la fin des années 2010, il fait partie des animateurs les mieux payés de France, avec des estimations tournant autour de 700 000 à 1 million d'euros annuels. Il possède plusieurs biens immobiliers, investit dans la production culturelle, devient une figure patrimoniale du PAF, le paysage audiovisuel français. Mais derrière les caméras, une tension monte. Le besoin de contrôle devient obsession. Chaque mot est pesé, chaque silence redouté. Il ne supporte pas l'improvisation des autres, exige l'excellence des chroniqueurs, recadre en direct ceux qui dérivent. Ce perfectionnisme lui vaut respect, mais aussi solitude. Car le public ne le voit pas vieillir, il exige qu'il reste drôle, vif, brillant. Or, Laurent Ruquier, lui, fatigue. Il a l'élégance de ne pas le montrer, mais les saisons passent, les formats s'érodent, et l'homme, au fond, commence à se poser une question que peu osent affronter. Et si j'arrêtais ? Un doute insidieux s'installe, pas celui du talent, mais celui du sens. À quoi bon recommencer encore et encore les mêmes débats, les mêmes rires forcés, les mêmes polémiques éphémères ? Et surtout, à quoi bon continuer à s'exposer, à prêter son image à un système qui dévore tout, jusqu'à l'intimité ? Ce doute, il ne l'exprime pas tout de suite. Il l'enfouit, le masque derrière de nouveaux projets, de nouveaux visages, de nouvelles vannes. Mais le mécanisme commence à grincer. Ce n'est plus l'homme qui fait le show, c'est le show qui exige que l'homme continue à paraître. Et puis, cette phrase, lâchée comme un cri sourd, « Je ne peux plus me regarder à la télévision ». Pendant longtemps, Laurent Ruquier a maîtrisé l'art de l'équilibre, entre humour corrosif et bienveillance calculée, entre engagement social et divertissement assumé. Mais à mesure que les projecteurs s'intensifient, des failles minuscules apparaissent. Au début, presque invisibles. Puis, elles s'élargissent, lentement, dans l'ombre. Le premier choc discret vient d'une amie proche, Christine Bravo. Complices depuis des années sur RTL, leurs échanges pleins d'esprit faisaient le bonheur des auditeurs de Les Grosses Têtes. Mais un jour, lors d'un enregistrement public, Ruquier recadre Bravo sèchement. Elle regarde son téléphone. Il la reprend en direct. Elle ne rit pas, elle encaisse, et elle s'éloigne. Ce qui aurait pu n'être qu'un incident banal se transforme en rupture. Une brouille de 3 ans et demi. Aucun mot échangé, pas un message, pas une tentative de réconciliation. Jusqu'au décès d'un ami commun qui les oblige à se reparler. Mais quelque chose s'est brisé. Derrière l'humour, un ressentiment, un besoin de dominer l'espace et une incapacité à supporter l'imprévu, même venant d'une amie. Puis vient Catherine Barma, figure historique de la télévision, productrice fidèle de On n'est pas couché. Ensemble, ils ont bâti un empire du débat télévisé. Mais en coulisses, les tensions sont palpables. Ruquier veut changer le format, Barma résiste, le ton monte, jusqu'à la rupture. En 2020, Ruquier quitte brutalement l'émission. Barma, furieuse, intente un procès. Elle accuse son ancien partenaire de l'avoir évincé sans ménagement, de l'avoir privé de droits contractuels. En 2025, la justice tranche. Laurent Ruquier doit lui verser 1,5 million d'euros. Un verdict retentissant. Pour la première fois, l'homme qui contrôlait tout perd la main.
et le masque craque. Dans ses rares commentaires, il se dit surpris par le jugement, évoque une trahison, mais refuse de s'épancher. Pourtant, dans les studios, le climat est lourd. Des murmures circulent. Ruquier serait devenu ingérable, perfectionniste à l'excès, incapable d'écouter. Le roi du débat ne supporterait plus la contradiction. La liste s'allonge. Thierry Ardisson, autre titan du PAF, l'a côtoyé sur différents plateaux. Entre eux, un respect mêlé d'agacement. Ardisson critique la morale bien-pensante de Ruquier. Ruquier raille les provocations calculées d'Ardisson. Ils se croisent, se défient, parfois s'humilient à demi-mot. Leurs joutes médiatiques deviennent des rendez-vous. Mais au fond, deux égos saturés d'images se livrent une guerre froide. Pas de scandale, mais un climat d'antipathie assumé. Et puis, il y a les chroniqueurs de On n'est pas couché. Zemmour, Caron, Salamé, Burggraff, autant de figures fortes connues pour leur prise de position radicale. Ruquier les choisit, les modèle, mais parfois aussi les affronte. Les clashs sont mémorables. Certaines séquences font le tour des réseaux sociaux, d'autres virent à l'humiliation. Un malaise s'installe. Ruquier n'est plus toujours l'arbitre impartial. Parfois, il coupe, interrompt, impose. Le public applaudit, mais les invités repartent blessés. Ces tensions accumulées cristallisent une image trouble, celle d'un homme puissant, mais seul, capable de faire et de faire des carrières, mais incapable d'accepter la fragilité. Dans l'intimité, les choses ne vont guère mieux. Sa relation avec Benoît Petitjean, acteur discret et compagnon de longue date, prend fin dans un silence pudique. Peu après, il s'affiche avec Hugo Manos, chroniqueur et influenceur. Une histoire plus médiatisée, plus exposée. Ruquier semble plus heureux, plus détendu. Mais les rumeurs d'infidélité, de désaccord sur la visibilité publique se multiplient. Début 2025, leur rupture est officialisée. Encore une fois, l'homme qui gère si bien les autres s'effondre dans sa propre vie privée. Enfin, il y a les attaques sociétales. Les Grosses Têtes, émission emblématique de RTL, est accusée par plusieurs associations de véhiculer des blagues sexistes, racistes, homophobes. Ruquier monte au créneau. Il nie en bloc, défend la tradition de l'humour français, parle de politiquement correct asphyxiant. Mais les polémiques s'enchaînent et la position devient inconfortable. Comment concilier liberté d'expression et responsabilité médiatique dans une époque de plus en plus vigilante? Dès ces dernières années, Laurent Ruquier semble de plus en plus agacé, moins joyeux, moins présent. Il annule des émissions, se fait remplacer, prend du recul. Les rires sonnent plus mécaniques, les regards plus vides. Le public continue à l'aimer, mais lui, semble-t-il, ne s'aime plus. Et alors, la grande question se pose. Depuis combien de temps Laurent Ruquier ne riait-il vraiment plus? Tout bascule en janvier 2025. Le tribunal de commerce de Paris rend un jugement qui fait l'effet d'un séisme dans le monde de l'audiovisuel. Laurent Ruquier est condamné à verser 1,5 million d'euros à son ancienne collaboratrice Catherine Barma. La décision est sans appel. Le motif ? Rupture brutale et unilatérale de collaboration commerciale. Les titres défilent dans la presse. La guerre froide entre Barma et Ruquier atteint son paroxysme. Chute d'un tandem légendaire. Le public, longtemps tenu à l'écart de cette affaire de coulisses, découvre une autre facette de l'animateur. Non plus le capitaine bienveillant de débats houleux, mais un homme d'affaires inflexible, accusé d'avoir mis fin sans explication à une relation de plus de 14 ans. Face caméra, Ruquier minimise. Il parle de divergence artistique, évoque une décision douloureuse mais nécessaire. Mais derrière la façade, ses proches le décrivent comme abattu, trahi, usé. Ce n'est pas tant la somme à payer qui le bouleverse, c'est la symbolique. Pour lui, c'est comme si on lui retirait le droit d'être le maître de ses choix. Lui qui a toujours tout contrôlé, tout signé, tout calibré. Le monde médiatique, impitoyable, se régale. Certains chroniqueurs ironisent sur son sort. Des voix s'élèvent pour souligner son autoritarisme, son caractère difficile. L'aura commence à s'effriter. Pas brutalement, mais insidieusement. L'image se trouble. Dans ces émissions, les audiences s'essoufflent. Les rires semblent forcés, l'énergie n'est plus la même.
À la radio, sur RTL, les silences se font plus longs. Les interventions de Ruquier manquent parfois de mordant. Il n'improvise plus comme avant. Il semble ailleurs. C'est alors qu'une interview publiée au printemps 2025 fait l'effet d'un électrochoc. Dans un entretien pour Le Parisien, Laurent Ruquier confesse à demi-mot « Je crois que moi-même, je ne peux plus me regarder à la télévision ». Une phrase simple, mais terrible, car elle ne parle pas d'audience, elle ne parle pas de critique, elle parle de lui, de ce regard qu'il ne supporte plus, de cette fatigue qu'il ne parvient plus à masquer. À 62 ans, l'homme qui a incarné des centaines de soirées télévisées confesse sa lassitude. Non pas par lassitude du travail, il continue à écrire, à produire, à monter des pièces de théâtre, mais par saturation de l'image, de son image. Il ne s'agit pas d'une dépression, il ne s'agit pas d'un burn-out, c'est plus subtil, plus inquiétant peut-être. C'est une forme de saturation existentielle, comme si à force de jouer tous les rôles, il avait oublié le sien. Peu après, sa rupture avec Hugo Manos est rendue publique, un autre coup personnel. Dans leur relation très médiatisée, Ruquier avait semblé retrouver un souffle, mais les tensions privées, l'exposition constante, les divergences d'ambition, tout a fini par casser. Laurent s'éloigne alors un peu plus, il décline des invitations, refuse de revenir à l'antenne à plein temps. Il laisse sa place à d'autres. Il produit, certes, il reste présent dans l'écosystème, mais ce n'est plus lui qui occupe le centre. Il y a quelque chose de bouleversant dans cette sortie discrète. Pas de scandale tonitruant, pas de retraite en fanfare. Juste un homme qui choisit de se taire, de se retirer doucement du cirque télévisuel qu'il a lui-même nourri pendant 30 ans. Et dans cette disparition volontaire, on sent peut-être enfin la vérité. Le silence de Laurent Ruquier n'est pas vide. Il est chargé de sens, car ce que le public perçoit comme une mise en retrait cache en réalité un choix profond, presque spirituel, celui de ne plus vivre à travers le regard des autres. Dans une autre époque, il aurait peut-être persisté, il aurait enchaîné les formats, forcé les sourires, accepté les compromis. Mais en 2025, il décide autrement. Ce n'est pas une fuite, c'est une délivrance. Dans une interview accordée à France Culture, quelques mois après la décision de justice, Ruquier ose une confidence rare. « J'ai longtemps cru que mon métier me définissait, que si je n'étais pas vu, je n'existais plus. J'avais tort. » Une phrase simple, mais qui dit tout. Pendant des années, il a bâti un empire d'apparence, une mécanique parfaitement huilée d'intelligence, d'humour, de confrontation. Mais à quel prix ? Ce que peu savaient, c'est que Laurent Ruquier souffrait d'un épuisement chronique diagnostiqué dès la fin de 2023. Il ne s'agit pas d'une pathologie spectaculaire, mais d'une érosion lente, sourde. Les nuits écourtées, les tournages interminables, les tensions en coulisses. Son corps a commencé à dire non. Maux de dos, perte d'appétit, troubles du sommeil. Le tout enveloppé dans un sourire professionnel impeccable. À ses proches, il a avoué avoir ressenti pendant les enregistrements une forme de déconnexion totale. Il ne se reconnaissait plus dans les propos qu'il tenait, ni dans les débats qu'il animait. Le Ruquier public parlait, animait, ironisait, pendant que le Ruquier intime s'éteignait. Alors, il a tout remis en question. Sa place, sa fonction, sa voix, et surtout son besoin viscéral d'être aimé. Car derrière la verve, l'assurance et la culture, se cachait toujours cet adolescent du Havre, timide et en quête d'appartenance. Ce besoin, il l'a longtemps nourri à travers les applaudissements, les chroniques élogieuses, les contrats renouvelés. Mais plus rien ne suffisait, même pas les amours, même pas la reconnaissance, même pas le pouvoir. C'est ce que révèle le plus clairement sa rupture avec Hugo Manos. Ce couple pourtant solide en apparence portait en lui un déséquilibre. L'un voulait s'affranchir de l'image, l'autre voulait la faire fructifier. Deux visions incompatibles, deux rythmes divergents, deux mondes qui ne se touchaient plus. Quand on lui demande pourquoi il n'a pas poursuivi la télévision avec un format plus léger, plus libre, il répond simplement « Je ne veux plus faire semblant ». Pas de grand mea culpa, pas de confession spectacle, juste une vérité nue, presque embarrassante dans un monde de faux semblants. Il ne veut plus jouer, ni pour les autres, ni pour lui-même. Mais alors, que reste-t-il de Laurent Ruquier quand il ne fait plus rire ? Il reste un homme libre, qui choisit désormais la radio, le théâtre, l'écriture. Des espaces sans images,
des lieux où l'on entend sans voir, des lieux où il peut exister sans être observé. Il est facile d'oublier que derrière chaque figure publique se cache un être humain. Laurent Ruquier l'a compris trop tard, ou peut-être juste à temps. Il a passé plus de 30 ans à nourrir un public avide, à orchestrer le vacarme des opinions, à incarner une époque où tout devait être dit, débattu, commenté. Et puis, un jour, il s'est regardé dans le miroir et il n'a plus reconnu celui qu'il voyait. Son retrait n'est pas un effacement, c'est une mue. Il n'a pas disparu, il a choisi de ne plus être à la merci de la lumière. Il ne fuit pas la célébrité, il en questionne l'essence. L'histoire de Laurent Ruquier n'est donc pas celle d'une chute, ni même d'un renoncement, c'est celle d'une reprise de pouvoir intime. Celle d'un homme qui, après avoir tout dit pour les autres, décide de se taire pour lui-même. Ce qu'il laisse derrière lui est immense, des milliers d'heures d'émissions, des carrières lancées, des débats ouverts, des rires partagés, mais aussi des blessures, des conflits, des silences. Une trace complexe à son image. Alors, que retiendra-t-on de lui? Le provocateur brillant? L'animateur omniprésent? Le confident du samedi soir? Le juge silencieux de ses propres excès? Ou peut-être simplement un homme fatigué de paraître qui a eu le courage rare de quitter la scène alors que le rideau n'était pas encore tombé? Et nous, spectateurs fidèles, sommes-nous capables d'accepter qu'un artiste veuille s'éclipser sans fracas? Sommes-nous prêts à regarder ailleurs ou devons-nous toujours garder nos icônes sous le feu?